Je vais d'abord vous représenter brièvement Vandana. Vandana, figure mondiale de l'écologie, militante historique de l'écoféminisme et de l'altermondialisme. Depuis les forêts himalayennes de votre enfance, Vandana, jusqu'aux tribunes de l'ONU, dans votre nouvel ouvrage, vous proposez pour la première fois le récit complet de votre combat pour la vie et pour la terre, en revenant sur près de 50 années de lutte contre la déforestation, contre l'accaparement de l'eau et des semences. Vous êtes une défenseuse infatigable de l'autonomie alimentaire, des connaissances indigènes, de la démocratie directe. Vous établissez dans cet ouvrage, Mémoire terrestre, les liens entre crise écologique, patriarcat, capitalisme. Vous dirigez, je le rappelle, la Fondation de recherche pour la science, la technologie et l'écologie. Et vous avez fondé l'ONG Navdanya, destinée au développement de l'agriculture biologique. Vous avez écrit plus de 20 livres. C'est pas rien quand même, hein, 20 livres. 20 livres dont ce soir, évidemment, Mémoire terrestre qui retrace une action complète. Je vais en citer juste quelques-uns pour celles et ceux qui suivent votre bibliographie. Reprendre 1%, reprendre le pouvoir face à la toute-puissance des riches. Restons vivantes, femmes, écologie et lutte pour la survie. Publié en français aux éditions Rue de l'Échiquier et Monoculture, de l'Esprit aux éditions Wild Project. Et dernier point, avant de vous poser mes questions, vous avez reçu en 1993 le prix Nobel alternatif pour avoir placé les femmes et l'écologie au cœur du discours sur le développement moderne. Alors, j'ai envie d'abord, dans cette première question, de revenir sur... forcément, on est dans des mémoires, on revient à base, à l'essence de votre vocation. Ça se passe dans les forêts himalayennes de votre enfance. Votre père, conservateur forestier, après avoir quitté l'armée, et votre mère, devenue fermière, comme vous le rappelez dans l'ouvrage, sur les contreforts de l'Himalaya, dans un contexte de partition avec le Pakistan. Votre mère avait quitté un haut poste dans l'éducation. Votre sensibilité, dites-vous dans l'ouvrage, est marquée pour l'alimentation et le vivant, viendrait de cette enfance au cœur d'une ferme nichée au pied de la forêt himalayenne. Est-ce que vous pouvez nous retracer, en quelques minutes, finalement ce début de vocation qui vous anime? Et j'en profite, avant que Vandana réponde, pour présenter aussi, évidemment, Corinne Laloux, qui va interpréter avec brio ce soir Vandana. Growing up in the Himalaya and the Himalayan forests and with the Himalayan rivers has definitely shaped my identity, my sense of my place in the world, my sense of what is home for me. But I think it would be misplaced to put too much determinism into it. After all, from those Himalayan forests, in a little rest house, I read a tiny little book by Albert Einstein. And that book inspired me to be a physicist. So while I was inspired by the forest, I was inspired by a little book to be a physicist, and that's what I chose to study. And even for my parents, my father was in the British Army, but became a forester. My mother was a higher educationist. When she became a refugee, she became a farmer. So 3 things I have learned in my life. That you are shaped by your conditions, but you're also shaped by your choices. Eh bien, effectivement, je viens des forêts de l'Himalaya. J'ai été bien imprégnée de cette forêt et aussi des rivières de ces forêts. Ça façonne évidemment mon identité, ma place, le rôle que je dois jouer dans le monde, et ça a été mon foyer en quelque sorte. Mais il ne faudrait pas être trop déterministe ici, parce que je me rappelle aussi avoir lu dans cette forêt un ouvrage d'Albert Einstein qui m'a donné l'envie d'être physicienne. Et puis mes parents m'ont aussi beaucoup inspirée. Mon père était avant colonel dans l'armée britannique, avant de devenir garde forestier. Ma mère avait un haut poste dans l'enseignement supérieur avant de devenir agricultrice. Donc ça a été aussi une source d'inspiration. Et voilà, je crois que ça m'a façonné. Les conditions, l'état initial façonne, mais aussi les choix que l'on fait après.
And you know, my education in quantum theory is what has taught me that uncertainty is irreducible in the world, and it's irreducible in our lives. We don't know what turn life will take, but just like nature evolves and adapts, humans as part of nature evolve and adapt, and the many directions of my life shifts are by constantly evolving to respond to a changing world, always standing in the values of care for nature, respect for nature, and justice for my fellow human beings. Et mon éducation, ça a été la physique quantique. Et ça m'a appris quelque chose, c'est qu'il n'y avait pas de certitude, que tout est incertain dans ce monde en perpétuelle mutation. La nature évolue constamment et s'adapte constamment. Et nous sommes des êtres humains et nous devons nous adapter à cette évolution. Et la vie m'a appris qu'il fallait évidemment s'adapter, évoluer, réagir, mais toujours avec les valeurs qui m'animent, c'est-à-dire le respect de la nature et la justice. Vous dites dans vos mémoires terrestres sortis cet automne que précisément la nature a été votre première inspiration, et c'est comme cela que vous êtes devenue physicienne. Est-ce que vous pouvez nous retisser ce lien entre cette incroyable tension que vous avez pu avoir, éprouver au contact de la nature et ce parcours qui vous a conduit à devenir physicienne? For me, nature has always been living. It's not dead matter. It's not an object to be owned, manipulated. It's a living subject to be understood. And I chose to do physics to understand how nature works. Now, there was no discipline called ecology offered by universities at that time. In my time, physics was the most fundamental discipline, and then was chemistry, derived from physics, and then was biology, derived from chemistry. That was the very linear structure of knowledge at that time. I think today, if I was graduating and I was studying, no matter who you are and what you do, we need to become educated in ecology, because it's about life. La nature n'est pas quelque chose d'inerte, c'est un organisme vivant, c'est un sujet vivant. Et donc, j'ai décidé d'étudier la physique pour comprendre comment fonctionnait la nature. À l'époque, il n'y avait pas d'enseignement de l'écologie, il n'y en avait pas d'université pour cela. La physique était la discipline la plus fondamentale. De là était dérivée la chimie, et de la chimie était dérivée la biologie. Aujourd'hui, qui vous êtes, vous devez apprendre l'écologie, ce qu'est l'écologie, parce que c'est la vie. And you know, in physics, I did a PhD on a subject called hidden variables and non-locality in quantum theory. Very simply, it basically tells you, you can't separate nature. Everything is connected. The non-locality is also called non-separability. So even at the level of the physical world, everything is interconnected. And then my lifetime of working in ecological movements has shown that everything is connected. So basic foundational principles, no matter which door you enter knowledge of nature, the principles are the same. They may be in different languages. La physique m'a enseigné cette interconnectivité de tous les éléments de la nature. J'ai fait un doctorat là-dessus, sur cette interconnectivité, la non-localité, la non-séparabilité. Et en fait, dans les mouvements écologiques, c'est pareil, tout est relié. Et c'est un principe de base que l'on retrouve partout et dans toutes les langues. Après avoir exploré les racines de la violence de l'agriculture chimique, c'est ce que vous dites dans ces mémoires, vous vous êtes engagé à rechercher des méthodes d'agriculture non violentes pour en arriver bien sûr à l'agroécologie. Est-ce que vous pouvez nous retracer ce chemin
du choc de l'agriculture chimique à l'agroécologie. You know, just like there was no discipline like ecology taught in universities at my time, there was no word called agroecology. When I was puzzled by the agriculture situation, it wasn't my chosen field. I was thrown into it in 1984 when in the state of Punjab, where the Green Revolution, which is the name for industrial farming based on chemicals, was implemented, you know, in 66 this was implemented by the World Bank, the USAID, Rockefeller Foundation, to basically change Indian agriculture to use chemicals. And Punjab was where it was implemented first. But within a decade, there was uprisings in Punjab. And by 84, the military was sent to quell those uprisings. 15,000 people were killed. You know, you've had lots of protests too, but 15,000 people being killed. And that same year in the city of Bhopal, a pesticide plant leaked. So as a scientist, I asked myself the simple puzzle, why is this happening? And what's the roots and the causes of it? Pour la discipline de l'écologie n'existait pas à l'époque, comme je vous l'ai dit, et le terme d'agroécologie encore moins. Et en fait, on a eu en Inde la révolution verte, et ceci m'a énormément étonnée de voir l'impact de cette révolution verte sur la province de Punjab. En fait, l'agriculture n'était pas mon champ de prédilection, mais on m'a forcé de m'y intéresser en 1984. En 1984, j'étais donc dans cet état du Pendjab, et c'est là où a eu lieu pour la première fois l'application de ce qu'on appelait la révolution verte, qui consistait à augmenter les rendements par l'utilisation des produits chimiques. Ça avait commencé en 1966 avec la Fondation Rockefeller, avec la Banque mondiale et d'autres. Mais en une décennie, donc après en 84, nous avons pu voir les dégâts que cette soi-disant révolution verte a causé dans cette région. Il y a eu une véritable crise. Les militaires ont dû intervenir à cause d'un soulèvement des fermiers, des agriculteurs de cette région qui avait été appauvrie. Et il y a eu 15 000 morts. Vous pouvez vous imaginer, vous avez eu, vous, vos propres manifestations, mais 15 000 morts dans notre État. Et en plus, cette même année, en 1984, nous avons eu la grande catastrophe industrielle de Bhopal avec ces gaz toxiques dus à des fuites dans l'usine de pesticides. Et en tant que scientifique, je me suis demandé pourquoi ce changement, quelles étaient les racines du problème. The puzzle was that the Green Revolution and Norman Borlaug had been given a Nobel Peace Prize. And here was violence and war, and people were dying. It didn't hang together. So the first thing I studied was what was the Green Revolution. I read every document, every policy, every textbook on agriculture. And then I said, what are the roots of this? Now, this was not in the textbooks, but Rachel Carson had said people who'd got into the habit of making money in war now applied those war chemicals to agriculture. Albert Howard, who wrote the Agricultural Testament after he was sent to India in 1905, and wrote that Agriculture Testament has a whole place, same thing he says. Industries that got used to making profits in war took those chemicals and made them agri-chemicals. So two of the big people who shaped our understanding connected the chemicals of agriculture to war chemicals. On the science of it, I'll stop here.
La révolution verte, j'ai voulu comprendre ce que c'était. Le concept avait été inventé par Norman Borlaug, qui a eu un prix Nobel pour cela. Et pourtant, je ne comprenais pas parce qu'il y avait des morts à cause de cette révolution verte. J'ai voulu essayer de comprendre les causes racines de cela. La révolution verte, finalement, c'était l'utilisation de ces produits chimiques dans l'agriculture, et plusieurs auteurs, comme Carson par exemple, et un deuxième auteur qui, pareil, avait un grand scientifique, Harvard, avait écrit le Testament agricole, et tous les deux ont établi un lien entre cette industrie chimique et l'agriculture. And on the science of it, our very idea of how nature works and living systems works was destroyed by industrial agriculture and the Green Revolution. The textbook said soil is an empty container for pouring chemical fertilizers into, when the soil is the most complex living system, the very basis of our life. Et dans tous les manuels que j'ai pu lire sur la révolution verte, on s'est rendu compte que finalement, cette industrie chimique considérait le sol comme étant un conteneur vide dans lequel on pouvait déverser quantité de produits chimiques, alors que le sol est bien au contraire un système vivant extrêmement complexe. So I said the mindset is like war, where every species is declared an enemy. You've got to kill the insects with insecticides. You've got to wipe out the diversity of plants with glyphosate. Today, the European Commission has approved this chemical, which is an ecocidal chemical. The green plants create life on Earth. Here's a chemical whose work is to kill everything green. So it was a war mentality. It used instruments of war. And I said, this is violence. So I will look for nonviolent farming. I had no idea. And slowly, it's been a long journey. It's going to be 40 years now. 40 years is a long time to learn. So I first figured, organic was a first traditional knowledge, learning from farmers, learning from nature, watching how nature works, learning from systems of living science, and first organic farming, and we created, our networks. And agroecology really only grew about 20 years ago as a language, which was an umbrella term for all ecological systems: organic, permaculture, biodynamic. Agroecology became the scientific framework connecting all these different systems, or working with nature. And what I've learned is it produces more food. Je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie mentalité guerrière. En fait, chaque espèce était considérée comme un ennemi. Il fallait détruire les insectes avec des insecticides, il fallait détruire la diversité avec le glyphosate, et on voit ce qui se passe maintenant en Europe avec le renouvellement, alors que c'est un écocide. Les plantes vertes apportent de la vie. Ils utilisaient aussi non seulement une mentalité guerrière, mais ils utilisaient les instruments de guerre. Et je me suis dit, mais pourquoi toute cette violence? Je veux créer une agriculture non violente. Et j'ai mis 40 ans pour apprendre tout cela. J'ai d'abord appris des agriculteurs, ensuite j'ai appris de la nature, j'ai appris des scientifiques et de la science, et j'ai appris après de l'agriculture biologique. Nous avons créé tout un réseau d'agriculteurs biologiques. Et puis l'agroécologie, ce terme-là, a été inventé il y a à peu près, ou est apparu il y a 20 ans. Et si vous voulez, c'est un mot générique qui regroupe en son sein le côté bio, le côté permaculture, tout ce qui est biodynamique et tout ce qui est travail avec la nature.
Alors, au milieu des années 80, vous y étiez tout à l'heure, avec d'autres militants préoccupés par les répercussions de cette agriculture chimique. Vous avez créé le mouvement Samvardhan, lancé dans la hutte de Gandhi à Sevagram. Ça, c'est ce que vous précisez dans vos mémoires, avec notamment le docteur Richaria, que vous présentez dans vos mémoires comme l'un des plus éminents scientifiques indiens spécialisés dans le riz. Vous dites qu'il est devenu votre gourou des semences. Et en 1987, vous créez Navdanya, après lui avoir demandé conseil. Pouvez-vous nous partager l'ambition et le rêve associés à ce projet Navdanya jusqu'à Navdanya International, fondé en Italie en 2011, puisqu'on est bien dans un rêve aussi avec Navdanya? I came to the recognition that industrial agriculture was war, and we have to stop this war. I'd been working on the forest question, I'd been working on the rivers question, but in each of these fields, there was a large group of young people who were now ecological activists. But no one was looking at agriculture. Like, agriculture was the orphan of the environmental movement. Nobody was looking at it. So I said, this is where I'll dedicate my life. And it was the study of the Green Revolution that taught me that the control over the seed was necessary for the chemical industry. And they changed the seed in order to push more chemicals. The interesting thing was that farmers have evolved large diversity of seeds. India, from one wild grass, the peasants evolved 200,000 rice varieties from one grass. And it was Dr. Richaria who taught me this. L'agriculture industrielle, était née et il fallait arrêter cette guerre. Moi, j'ai travaillé sur les forêts, j'ai travaillé sur les rivières et dans ces domaines-là, il y avait de jeunes activistes qu'on peut appeler écologie. Par contre, personne n'avait jamais véritablement travaillé sur ce que pouvait être une agriculture écologique. Et j'ai décidé de dédier ma vie à cela. J'ai étudié en profondeur la révolution verte et j'ai vu finalement que pour les industries chimiques, elles avaient besoin de contrôler les semences. Il fallait pouvoir faire évoluer ces semences encore plus pour mettre encore plus de produits chimiques. Et les agriculteurs, eux, connaissent bien la diversité des semences, parce que cette personnalité, ce docteur indien qu'on a cité tout à l'heure, c'est lui qui m'a appris qu'à partir d'un grain de riz, on avait pu développer 200 000 variétés de riz. Ça, c'était le travail passé des agriculteurs. Those of us who were getting concerned about what was happening to our agriculture with the introduction of chemicals and the Green Revolution then got together as a network called Samvardhan, which means thinking together, like minds, like we are all here together. We are in Samvardhan. And we called Dr. Richaria to educate us about the seed. Interesting thing was, Dr. Richaria had done the big collections on rice, and India is the center of rice diversity. And when they introduced the Green Revolution, what was happening, the seed was being changed, but they wanted to take all the diversity of rice from India to these international systems that the World Bank was creating. And the system for rice was IRRI in Philippines. They wanted to take the rice, and Dr. Richaria said, no, this is our national heritage. I will not give it to you. And the World Bank put pressure, removed him as director of our Rice Research Institute. And it continued till they made sure that no matter where he was, they apply conditionalities and say, if you don't get rid of this man, you won't get this loan.
But Dr. Risharia then became our teacher, and he's the one who taught us about the politics around the seed, the powers that were seeking to control the seed, and the distortions they wanted to introduce in the seed system by changing the seed for chemicals. Nous qui étions concernés par cette agriculture industrielle et cette révolution verte, nous avons constitué un réseau dont le terme indien veut dire réfléchissons ensemble, un peu comme maïs. Et ce docteur Shivaria, lui, nous a enseigné son travail sur les semences et l'importance de ces semences. Il avait toute une collection de riz, en fait, et l'Inde a la plus grande diversité de riz au monde. Et la Révolution verte voulait détourner cette grande diversité de riz en Inde pour l'envoyer ou le mettre dans un système international qui était financé ou créé par la Banque mondiale. Mais le docteur Risharia nous a dit, mais non, c'est un héritage national, en aucune manière vous pourrez en faire un système international. On a exercé d'énormes pressions sur lui, on n'a plus voulu qu'il dirige l'Institut du riz, on a continué à exercer des pressions, on a conditionné l'octroi de prêts à sa démission, mais c'est lui qui a été notre enseignant sur la politique des semences, et c'est lui qui nous a montré le fait que les sociétés chimiques exerçaient un pouvoir pour contrôler ces semences parce que les enjeux étaient énormes, mais il y avait une véritable distorsion. C'est ensuite lors de la conférence Laws of Life, les lois de la vie, sur les nouvelles biotechnologies qui s'est tenue à Genève, et c'était en 1987 que vous avez entendu ce que vous appelez le cartel du poison, les 1%, parler de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés pour breveter des variétés de semences. Cette réunion de Genève a été à l'origine de votre engagement, dites-vous, que vous avez pris tout au long de votre vie pour sauver les semences. Est-ce que vous pouvez nous replonger dans ce temps fort de Genève ? Because I'd written that book called The Violence of the Green Revolution, even though I was just finding answers for myself, I was suddenly an expert in agriculture. And I was getting invited to conferences. And one of the conferences was Laws of Life. It was on the new emerging biotechnologies, the new genetic engineering, and it was organized to understand what does it mean for environmental impacts, for impacts on health, impacts on farmers. And the conference was in Geneva at the United Nations, but also part of it was in a small place called Beaugèvre in France. And at this meeting, the chemical industry that was present, remember in 87 there was no GMO in the world. They were planning it. The scientists had said, no, we will not go further because we don't know what it will do. We have to study those questions. But the industry had picked it up. And I'll tell you what they said after Corinne translates. Alors, pour la conférence intitulée « Les lois de la vie », c'était en 87, cette conférence a été organisée à Genève par les Nations Unies. Et moi, en fait, j'avais écrit un livre sur la violence de la Révolution verte. Et le fait que j'ai écrit ce livre, du jour au lendemain, j'étais considérée comme une experte en agriculture. Et c'est pour ça qu'on m'a invitée à cette conférence à Genève, aux Nations Unies, sur les lois de la vie. En fait, ils discutaient sur l'émergence des biotechnologies et surtout l'ingénierie génétique et l'impact de cette ingénierie génétique sur l'agriculture, la santé et l'environnement. Ça, c'était à Genève, mais il y avait une partie de la conférence qui s'est déroulée de l'autre côté de Genève, cette fois-ci en France, dans un petit village qui s'appelle Beaugèvre, et où là, l'industrie chimique était présente, les scientifiques comme nous, et puis les personnes de l'ONU. Et en fait, à l'époque, il n'y avait pas encore d'OGM. On parlait d'OGM, mais il n'y en avait pas encore.
Les scientifiques avaient dit non, il faut encore étudier la question, on ne connaît pas l'impact, pour l'instant, il doit y avoir un moratoire. Alors que l'industrie chimique, ayant entendu tout cela, a voulu s'emparer de cette histoire d'OGM. The first thing they said is, we're not making enough money. They're poor. And to increase our profits, it's not enough that we sell poisons. They didn't say that. I'm saying this. I call them the poison cartel. And now we must own the seed. And the way to own the seed is use the tools of genetic engineering and then claim that we have invented the seed and redefined seed as a machine, just like they redefined soil as empty, and take a patent on it, and through the patent, collect royalties and make our future profits. But they said to do this, we have to prevent farmers from having their seeds, because why would farmers buy patented seed? So we've got to make it illegal for farmers to save and exchange seed. And therefore, we will write an international law, which became the intellectual property law of GATT and WTO. And everything they said was false, unethical, unscientific. L'industrie chimique a dit, mais nous ne faisons pas assez d'argent. Nous allons augmenter nos profits, nous allons augmenter le poison. Non, ils n'ont quand même pas dit ça, mais c'était de ce genre-là. En fait, je les appelle le cartel du poison. Ils voulaient, pour augmenter leurs profits, posséder leurs propres semences. Et pour ça, ils ont utilisé leurs outils, c'est-à-dire l'ingénierie génétique, pour revendiquer un nouveau produit, c'est-à-dire une semence qui ressemblerait à un côté mécanique, une machine, comme le sol était considéré comme finalement quelque chose d'inerte, un conteneur vide dans lequel on injectait ces produits chimiques. Ils voulaient faire la même chose avec les semences par le biais de brevets. Puisqu'on a changé un petit peu la semence, on va déposer un brevet et on aura des royalties. Et c'est comme ça qu'on pourra avoir des profits pour l'avenir. Mais ça ne suffisait pas. Il fallait rendre illégal l'échange et la sauvegarde des semences faites par les agriculteurs jusqu'ici gratuitement et naturellement. Et pour cela, ils ont édicté une loi internationale dans le cadre du GATT et de l'OMC sur la propriété intellectuelle. Mais tout cela était faux, tout cela était du mensonge et il fallait absolument arrêter. And they said, with GMOs and patents on seed, we will buy the smaller companies. And there will be 5 companies by the turn of the century. I'm talking of the year 2000, who will control all seed, all food, all health. And I called it bioimperialism. Avec les OGM et avec les brevets sur les semences, nous pourrons acheter les petites sociétés et d'ici la fin du siècle, c'est-à-dire là je parle de l'an 2000, il n'y aura plus que 5 sociétés qui contrôleront tout, l'alimentation, les semences, la santé. The seed is not a machine because it's not assembled by man. It is created by nature. It is evolved by human beings and community through breeding. Seed is self-organized. Seed is constantly evolving. Seed is the expression of nature. And to call it a machine, which is put together by human beings, is false, and therefore the claim that has been invented by these companies is false. And I said, I'm so deeply committed to truth. I said, I will not accept this lie personally, and I will make sure more and more people recognize that companies don't create the seed. Seed creates itself.
La semence, ce n'est pas une machine, il n'y a rien de mécanique dedans, ce n'est pas assemblé par l'homme, c'est créé par la nature. Il y a une auto-organisation dans la graine et elle est en évolution constante, elle est l'expression même de la nature. Et ceux qui appellent un grain ou une semence une machine, c'est faux, et ça n'a pas été inventé par ces sociétés. Donc moi, je suis vraiment dédiée à la vérité et je réfute ce type de mensonge comme quoi la semence est inventée par une société. So I called Dr. Sharia and I said, I want to start saving seeds. And please come and teach me. He stayed with me for 10 days and explained everything about indigenous breeding, about tribals as brilliant. And in the initial stages, I would just go to the villages to tell the farmers to save seeds. I take my parents' books with images of all the plants and show it to them. I said, do you grow this? Do you have this? And the women would say, yes, we do. The men would say, no, we grow potatoes. Because they were growing for the market. And for the first, from 87 to 91, I would just walk to villages, walk to villages, walk to villages. And at a certain point, I realized these two legs can't go everywhere. And I must build Navdanya. That's how the Navdanya grew. But I also have learned through this process that just like the seed, it can be a tiny little seed, and it grows into the plant with multiple seeds. Our efforts, too, are like seeds. They begin in the small. I think very often we think we want to get there right away. No, you take your little steps, and your little steps will grow into larger processes and larger communities. So never underestimate the small step you can take. Par conséquent, j'ai été voir ce fameux docteur et je lui ai dit « Je veux sauver des semences. S'il vous plaît, enseignez-moi comment on peut le faire. » Et je suis restée avec lui pendant 10 jours et il m'a tout expliqué. Les croisements indigènes. Et après, j'ai été de village en village avec des photos de plantes en demandant aux villageois « Est-ce que vous cultivez telle ou telle plante ?» Les femmes me disaient oui, les hommes me disaient non, nous on cultive les pommes de terre parce que c'était pour le marché. Et entre 87 et 91, je me suis rendue d'un village à l'autre. Mais je me suis rendu compte au bout d'un certain temps que mes deux jambes ne me portaient plus vraiment. Et c'est pour ça que j'ai créé le réseau ou le mouvement Navdanya. En fait, une graine donne naissance à une plante qui elle-même va générer plusieurs graines. Et les efforts, c'est comme les graines. Vous faites un petit effort, étape par étape. Il ne faut pas, vous avez un objectif, bien sûr, mais il ne faut pas croire qu'on puisse atteindre cet objectif immédiatement. Eh bien, les graines, c'est pareil. Et lors de ce processus qui a été laborieux, j'ai appris qu'il ne fallait pas sous-estimer le moindre effort que nous faisions, la moindre étape que nous voulions parcourir. And you know, Navdanya means 9 seeds. And it was taught to me by a tribal peasant when I was doing seed collections. He was growing 9 crops. I just finished studying the monocultures of Punjab. And when I counted the 9 crops, I said, wow, you're growing 9 crops together. And he said, yeah, Navdanya. And I said, you say it like it has deep meaning. And he looked at me, you know, you stupid people, you know, think you've studied and know a lot. And he then explained to me, this peasant who'd never gone to school and college, he said, the 9 planets in the cosmos, the 9 crops in my field, the foods of diversity that I feed my family are one continuum of harmony and balance. And I must maintain it. That's why I grow 9 crops. And that's why we named Navdanya Navdanya. And for those who want to know more about seeds, agriculture, we call
a course, Return to Earth. How do we return to Earth and live as part of the Earth with love and care? We do a course every year for 1 month from September 15th to October 15th. And the Return to Earth teaches everything about living seed and living soil and living food and living economies, which we must rebuild to have a future. Le terme de Navdanya veut dire 9 semences. Ça vient d'un paysan que j'ai rencontré au cours de mes pérégrinations. Et en fait, il avait 9 récoltes dans son champ. Et moi, je venais d'étudier la monoculture dans la région du Pendjab. Et quand j'ai vu ces 9 récoltes, je lui ai dit « Waouh, 9 récoltes, comment ça se fait ?» Et il m'a regardé comme si j'étais complètement idiote. Et c'est un paysan qui n'avait jamais été à l'école du tout, mais il avait tout compris. Il me dit 9 planètes dans le cosmos, 9 récoltes, la diversité de l'alimentation me permet de nourrir ma famille. Tout cela, c'est un continuum de l'harmonie, de l'équilibre, et nous ne devons pas le détruire. Et c'est comme cela que j'ai pris le nom de Navdanya pour notre mouvement. En fait, j'organise un cours ou un stage du 15 septembre au 15 octobre chaque année et qui s'intitule « Le retour à la terre ». On apprend justement les semences vivantes, ce qu'est un sol vivant, comment avoir une bonne nourriture saine et vivante et reconstruire cette économie sur ses bases. En 1991, si on poursuit votre combat, dans le cadre des réformes néolibérales introduites en Inde, on se souvient que la Banque mondiale a imposé un programme d'ajustement structurel assorti de conditions strictes régissant son prêt au gouvernement. Vous avez lu les clauses relatives à la propriété intellectuelle, vous les avez critiquées et vous avez commencé à parcourir l'Inde pour informer les dirigeants des communautés tribales, des mouvements paysans, des graves conséquences qu'entraînerait la mise en œuvre de ce traité. Pourquoi avoir voulu justement vous engager dans ce combat en 1991 ? Yes, 91 was quite a watershed. This is when the neoliberal policies were being implemented everywhere. And the way neoliberalism was introduced was by first trapping countries in debt and then putting conditionalities of what's called structural adjustment. You've got to change your economy. The World Bank had got us into debt for the Green Revolution. 1/3 of our debt was related to the Green Revolution. 90 billion debt at that time. And then in 91, they said, you've got to change everything in agriculture. They forced us to change and got us into debt. Now they said, change further. They said, you must get rid of price regulation in food so that people can have affordable food. You must get rid of ceilings on land, because that's what holds land in peasant hands. Like traveling in the train, you know. French farms used to be small, used to have trees, and now they're like American farms. No trees, just large stretches of dead soil. The World Bank also said you must get rid of your cooperative markets. We have our distribution systems through cooperative markets. To get rid of it, let the corporations enter. And we fought against this. And at that time, we managed to stop those laws, which were then brought in 2 years ago in COVID. And you remember the protests of Indian farmers? That's what it was against. Stopped it again. Same year, you know, the GATT agreement, which was all secret, was leaked. It was called the Dunkel Draft Text. That's why we call it DDT, you know, Dunkel Draft Text. And DDT, of course, is pesticide. And in the Dunkel Draft Text was this Article 27.3b, which talked about patenting life. The companies had anyway said they would write this law, and this was the law, black and white. I took that bit of the treaty
had to translate it in every language where I would travel, and took this to the peasants. We had debates also in Delhi, but the intellectuals would always say, oh, you know, probably they are doing something new to get a patent. You know, probably we should accept it. And I'd go to the villages, and the people would understand clearly what was going on. They said, they took our land, they took our forest, now they want our seeds. En 1991, ça a été une année véritablement terrible parce que c'était l'année du lancement de la politique néolibérale. En fait, on appliquait ces politiques néolibérales un peu partout, surtout dans les pays qui étaient endettés. Et à ce moment-là, on demandait à ces pays endettés de procéder à un ajustement structurel. La Banque mondiale, qui avait finalement plongé ces pays dans la dette avec la Révolution verte, un tiers de notre dette était due à la Révolution verte, 90 milliards à l'époque de dette pour cela. La même Banque mondiale voulait maintenant qu'on fasse un ajustement structurel. Modifiant notre agriculteur, il voulait qu'on se débarrasse de la réglementation des prix sur l'alimentation pour que ça soit abordable pour tous. Les fermes ne devaient plus être des petites fermes avec des arbres comme on les avait et avoir un système de distribution de coopératives. Non, nos fermes devenaient comme des fermes américaines avec un sol complètement inerte. Et évidemment, nous avons voulu combattre cela. Nous avons voulu arrêter cette législation. Il y avait les accords GATT, qu'on appelait le projet Dunkel à l'époque. On l'appelait en fait l'acronyme DTT, Dunkel Draft Directive. Le DTT, qui est aussi évidemment le pesticide, parce que c'était un accord qui faisait un tort fou. Et j'ai pris un extrait de cet accord, l'article 27.3b, sur la vie qui devait être brevetée. Et j'ai pris cet accord, je l'ai fait traduire dans toutes les langues possibles, et j'ai été, avec cet accord, voir à Delhi les intellectuels, mais ils se sont dit, c'est un brevet, donc il doit y avoir des choses nouvelles. Par contre, les paysans, eux, qui n'avaient jamais été à l'école, ont tout de suite compris qu'on allait les spolier de leurs forêts et de leurs terrains. And I didn't just go and meet peasants. I encouraged them to start saving their seeds, to defend their seed freedom. But I also sought out all the unions of farmers and put them together because they all were, you know, they weren't even talking to each other. And we created a coalition of all farm unions. And then we started to organize these huge protests against the GATT, against seed patents and seed monopolies and free trade. And I remember one big rally in '93 had 500,000 people, including peasant leaders I called from all over the world. And we basically made a declaration that seed belongs to nature, it belongs to farmers' communities, it is not the property of the corporations. But dans le pays, les paysans ont commencé à vouloir sauver les semences. Nous voulions la liberté d'utiliser nos semences comme nous le voulions. Et j'ai commencé à parler à tous ces paysans, à former une coalition avec les unions d'agriculteurs qui ne se parlaient pas du tout. Les syndicats d'agriculteurs ne se parlaient pas les uns avec les autres. Et nous avons organisé des manifestations contre le GATT, contre ses brevets, contre le libre-échange. Et en 1993, il y a eu même un rassemblement jusqu'à 500 000 manifestants avec des paysans, des leaders du monde paysan du monde entier. Et nous avons fait cette énorme manifestation pour dire que les semences relevaient du naturel. But I also worked with our parliamentarians. And we created an all-party coalition of parliamentarians, and we started to do briefings for them. I would write papers, get it to them, and when we had to make amendments to our patent law because of WTO,
our parliament enacted a very important law on the basis of all the briefings we had done. And our basic thing was we don't invent life. So we have in our law an article, 3J, which says plants, animals, and seeds are not human inventions. Therefore, you cannot patent them. That's why Monsanto doesn't have a patent in India. But we also wrote another law, and for this the government called me. They said, you keep talking about seeds and farmers. And we are being pressurized to to amend our laws according to what is actually a French origin law called UPOV. It's the undertaking on plant varieties. It's basically industrialization of seed. And I said, but we put sui generis into the WTO, and we'll write our own law, because farmers are the first breeders. And so we wrote a Farmers' Rights and Plant Variety Act, which says farmers' rights to save, exchange, improve, breed, sell seed can never be alienated. It's their birthright. Last year, Pepsi sued Indian farmers for saving potato seed. I sent that book of mine, it's called Reclaiming the Commons. I sent it to the lawyers and the judges who were involved in the case, and Pepsi was forced to withdraw its case. So laws matter. And that's why industry is so busy dismantling the laws that protect us. That's why we have to defend them from the ground up. Nous avons travaillé avec le Parlement indien. Nous avons formé des coalitions de parlementaires et nous avons organisé des briefings pour ces parlementaires. J'ai rédigé des études pour eux de façon à pouvoir modifier les lois sur les brevets de l'OMC pour bien dire que les semences n'étaient pas des produits inventés, mais étaient les produits de la vie elle-même. Et nous avons travaillé évidemment avec les paysans pour cela. La loi est terriblement importante et les industriels essaient évidemment de démonter ces lois. Mais nous avons réussi à faire inscrire dans la loi un article, l'article 3G, comme quoi les plantes, les animaux et les semences ne sont pas des inventions humaines et par conséquent ne peuvent pas être brevetées. Et pareil pour les variétés de plantes, nous avons réussi à inscrire dans la loi que les agriculteurs ont le droit d'échanger, de sauvegarder, d'améliorer les variétés de plantes. Et c'est important. Nous avons l'année dernière, quand Pepsi a essayé de poursuivre des paysans parce qu'ils échangeaient des graines de pommes de terre, j'ai envoyé aux avocats de Pepsi un livre que j'avais écrit sur les semences et finalement ils ont dû retirer leur plainte. Et également en 1998, c'est la société Monsanto qui est entrée illégalement en Inde sans avoir obtenu l'autorisation légale pour son produit OGM. Vous les avez poursuivis là aussi devant la Cour suprême indienne et vous avez créé un mouvement national pour que l'Inde reste exempte d'OGM. Alors, est-ce que vous pouvez revenir aussi sur cette lutte où là encore vous êtes allé au front pour aller chercher un résultat juridique? You know, I knew the companies that were doing genetic engineering and taking patents on seed from that meeting of 1987 onwards. So I was observing them, watching them. But I also, because of this, got involved in the negotiations on biodiversity. Because the Biodiversity Convention, there were two treaties signed at the Earth Summit. One was the Climate Treaty, the other was the Biodiversity Treaty. And I briefed governments about what was happening with genetic engineering. And we managed to put in Article 19.3, which is about safety and biosafety. But during that period, the Monsanto people would come with the US delegation and talk about genetic engineering and the seeds that they were manipulating, including Roundup Ready seed, the glyphosate-tolerant seeds. And they got up in those negotiations and said, we have brought such a smart technology. By killing plants with glyphosate and Roundup, we prevent the plants from stealing the sunshine.
as if the sun doesn't shine on all. Pour Monsanto, je connaissais toutes ces sociétés portant sur l'ingénierie génétique et essayant de breveter leur soi-disant invention de la conférence qui s'était tenue en 1987 et dont je vous ai parlé. Donc, je continuais à observer ces sociétés et j'intervenais aussi dans les négociations sur la biodiversité. Et 2 traités ont été signés lors du sommet de la Terre, un traité sur le climat et un traité sur la biodiversité. Et donc, je faisais des briefings pour le gouvernement et on a réussi à avoir un article 99.3 sur la biosécurité, biosécurité. Et pourtant, pendant toute cette période, les délégations américaines et Monsanto venaient et essayaient d'intervenir dans ces négociations avec leur Roundup et leur glyphosate. Tout ça pour, en fait, tuer des plantes. Et ils disaient, nous avons une super technologie qui permet de tuer des plantes qui, en fait, les mauvaises herbes volent le soleil aux autres. Donc, nous avons un super produit. So I knew what they were doing. And then they put this huge, and I knew the laws, that they must take approval. And they put this huge big page ad saying, now farmers of India will get the GMO Bolgat seed. So I saw the ad, I rang up our ministries and said, did you give them approval? And they said, no. They don't know, yes, we don't know Bolgat, we don't know Monsanto. I said, you were sleeping. So I sued our government for sleeping and Monsanto for coming in illegally. And what happened is because of this, 2 results were there. They could not sell immediately. Of course, they manipulated, and by 2002, they got permission. But by now, everyone was educated because of the case about the laws, about safety, about Monsanto. And most importantly, after cotton, they have never managed to get an approval for a GMO food. J'ai étudié évidemment toutes ces lois et un jour j'ai vu une publicité sur les OGM comme si venant de Monsanto, comme si les produits avaient été approuvés par le ministère indien. Donc j'ai appelé ce ministère indien en disant mais vous avez approuvé les produits de Monsanto? Et le ministère indien à l'autre bout du fil m'a répondu comme s'il dormait. Donc j'ai poursuivi le gouvernement indien pour dormir et ne pas être suffisamment en éveil par rapport à tout ce qui s'est passé. Et finalement, on a éduqué les gens à force de loi, à force d'éducation, à force de ténacité. Nous avons pu arrêter ces OGM en Inde, notamment avec le coton aussi. Autre combat emblématique, celui de la préservation de l'eau. Vous avez notamment, vous êtes engagé notamment contre une autre multinationale. On en a cité quelques-unes ce soir, mais Coca-Cola également. Et là encore, vous êtes allé au front sur cette question de l'eau que vous êtes en train de vous servir. Est-ce que l'eau, justement, pourquoi il vous a été aussi important d'aller sur ce front? Well, again, I want to thank the people and the local government for making water available, clean in the taps and in a glass bottle. So often I go thirsty because they put a Coca-Cola bottle on the stage and I will not drink it. Even if I'm talking for 1 hour, I die of thirst, but I will not touch Coca-Cola. Oui. Je voudrais dire un grand merci aux autorités locales pour l'eau que je peux boire ici, qui est dans une bouteille en verre et qui vient du robinet. C'est un luxe et souvent j'ai du Coca-Cola que je, évidemment, ne vais pas boire et je suis prête à mourir de soif, même si je parle pendant 1 heure, mais je ne boirai pas une seule goutte de Coca. And you know, we threw out Coca-Cola from India in 1977 because of their corruption and not paying taxes.
They were thrown out. So we had no Coca-Cola for decades till globalization brought it back. And in 2002, I was called from a small village in the south of India called Kerala, a village called Plachimada, to come and celebrate Earth Day and join the women in their fight against Coca-Cola. I said, one little village is fighting Coca-Cola? I'll go to find out why. En Coca-Cola, eh bien Coca-Cola est parti en 1997, a quitté l'Inde pour des raisons de corruption et du fait qu'il ne payait pas ses impôts. Et pendant des décennies, nous n'avons pas eu de Coca-Cola en Inde, et puis avec la mondialisation, il est revenu. En 2002, j'ai été appelée par des femmes d'un village du sud, Kerala, pour célébrer le jour de la Terre. Et je me suis demandé pourquoi ces femmes m'appelaient. Elles voulaient se battre contre Coca-Cola. Et je me suis demandé pourquoi, dans un tout petit village, il y avait ce genre de choses. So I arrived, and there were about 100 women and children gathered, and 500 policemen in front of the gates of Coca-Cola. A woman called Mailama had led the struggle and started a satyagraha, a non-cooperation at the gates of Coca-Cola, that you're stealing our water, 1.5 million liters per day. And the wells were drying up, and whatever water was there was now toxic and polluted. So the women were having to walk miles to get clean water. That's why I'm so grateful when there's clean water available as a right to all. Et quand je suis arrivée, j'ai vu une centaine de femmes et des enfants et 500 policiers aux portes de l'usine de Coca-Cola. Une femme dirigeait le mouvement, elle était vraiment très proche du portail et elle était en train de scander « Vous nous volez notre eau ». En fait, 1,5 million de litres par jour étaient puisés dans les rivières du coin. Les puits étaient par conséquent asséchés et les rivières polluées parce qu'il y avait des rejets toxiques. Et elles devaient parcourir des kilomètres et des kilomètres pour pouvoir avoir de l'eau propre. Et c'est pour ça que je suis très reconnaissante de pouvoir boire de l'eau du robinet aussi simplement que ce soir. And I asked Mailama, I said, when I go back to Delhi, what do you want me to tell the people? Those were days there'd be a press conference and press would come, even though this press conference totally prevented because of Coca-Cola by the Coca-Cola company. But she said to me, tell them when they drink Coca-Cola, they drink the blood of my people. By robbing people of their drinking water, yeah? And I made a commitment that these 500 policemen will butcher this little group. And no one will come to know because no media was covering, nothing. And I started to do what I can. This is something I've learned in life. Find out every means that is accessible to you. I rang up politicians. I contacted lawyers. And with the multiple processes, we worked together with the protest at local level, legal cases which rule that water is a commons, not the property of Coca-Cola or the state to give it away to Coca-Cola, and a political mobilization of a very high level. This plant was shut down in the year 2004. J'ai demandé à cette femme qui dirigeait le mouvement dans ce petit village ce qu'il fallait que je fasse une fois de retour à Delhi. Et elle m'a dit, eh bien,
parce qu'il n'y avait pas de médias qui couvraient l'événement, évidemment, donc il fallait que je puisse les défendre quelque part. Et elle m'a dit tout simplement, dis-leur que Coca-Cola boit, quand vous buvez du Coca-Cola, vous buvez le sang de mon peuple. C'est du vol, en fait, cette eau. Et donc, j'ai essayé de faire ce que j'ai pu. En fait, les policiers les malmenaient aussi. Et comme je vous dis, cet événement n'était pas couvert. Donc, j'ai essayé de faire ce que j'ai pu. C'est un des enseignements que j'ai appris de la vie, c'est que quand on est face à quelque chose, il faut se demander ce que l'on peut faire, par quels moyens on peut le faire, par plein de moyens. Et j'ai essayé d'atteindre des avocats, des politiciens, du plus haut niveau au plus bas niveau. J'ai travaillé avec les manifestants, évidemment, au niveau local. J'ai regardé le côté législatif en disant que l'eau était un bien commun et pour faire en sorte que Coca-Cola, finalement, dans toute cette lutte, puisse baisser les bras. Et ça a été le cas. Il a dû fermer l'usine. Votre engagement écoféministe vient du mouvement des femmes de l'Himalaya qui vous ont appris l'écologie. Vous dites qu'elles ont une compréhension de la nature en elles-mêmes. En quoi votre participation au mouvement Chipko et à de nombreux mouvements écologiques vous a convaincu que les femmes sont à l'avant-garde de la défense de la Terre? C'est ce que vous dites dans vos mémoires terrestres. The Chipko movement, I call it my University of Ecology. I went to the University of Western Ontario to study my quantum theory. But I came back to my mountain villages every vacation to volunteer for Chipko. And Chipko means to hug. And the women of my region came out as deforestation was growing. Landslides were growing, water scarcity was growing. And they said, we're going to hug the trees. You'll have to kill us before you kill the trees. We're going to protect our forests. And I could give you so many examples of this, but my book, Staying Alive, talks in detail about it. Le mouvement Chipko, eh bien, c'est ce que j'appelle mon université de l'écologie. J'étais en Ontario pour étudier la physique quantique, mais je revenais régulièrement dans mes montagnes pendant les vacances pour agir en tant que volontaire auprès de ce mouvement Chipko. En fait, elles m'ont appris l'écologie. Elles étaient tout à fait conscientes du fait que la déforestation générait des glissements de sol, générait des problèmes d'eau, d'assèchement des pluies, des rivières, des puits, des rivières, etc. Et elles ont décidé d'enlacer les arbres et de dire à ceux qui voulaient les empêcher d'agir: vous me tuerez, mais nous ne lâcherons pas ces arbres, nous protégeons notre forêt qui est la vie. Donc ça, c'est un des exemples, mais j'en donne plein de ce genre, des actions qu'elles ont pu mener dans le livre que j'ai écrit qui s'appelle « Restons vivantes ». And what I learned in my Chipko University was every place is a university. I trained in physics. I'd been in India's fast breeder reactor when it was going critical. I'd gone to Canada to do quantum theory. And we are taught, oh my gosh, you're studying at high level. Your brain is climbing somewhere else. And I learned humility from Chipko because I learned that no matter who you are, if you are engaging with nature and you're engaging with life, you are an expert of life. And the women were experts of how the forest relates to the waters and how the forest and the waters relate to their livelihoods. And they showed me that social justice and ecological systems are really one fabric. They're not two separate issues. L'université Chipko, c'était donc très utile pour moi. Et en fait, j'ai appris que dans chaque endroit, il y a une université.
dans la mesure où vous êtes en phase avec la nature. J'ai étudié la physique, j'ai été appelée quand il y avait des problèmes avec les réacteurs nucléaires quand c'était en phase de crise. J'ai étudié la théorie quantique au Canada et malgré cet enseignement de haut niveau, je me suis rendu compte, grâce au mouvement Chipko, qu'il fallait faire preuve de grande humilité. Qui que vous soyez, si vous êtes engagé dans la vie, si vous êtes engagé dans le respect de cette vie, vous êtes un expert de la vie. Et c'est ce que sont ces femmes Chipko. Et elles m'ont appris à tisser des liens entre la forêt et l'eau, c'est ça leur subsistance, et aussi un lien entre la justice sociale et le système économique. The second thing I learned from Chipko was auto-organization. Because they organized themselves. They got together and decided even a hug is a powerful instrument. And working together, they became a force that changed the forest policies of India. Logging was banned in the high Himalaya, and it was then recognized that forests are not just timber mines, they're the sources of our soil and our water and our oxygen. La deuxième chose que j'ai appris des Chipko, c'est leur sens de l'auto-organisation. Elles ont travaillé ensemble, elles ont utilisé des outils puissants tels que l'enlacement des arbres. Elles ont tellement travaillé ensemble qu'elles ont réussi à modifier la politique des forêts de notre pays. Elles ont interdit l'abattage des arbres dans la forêt de l'Himalaya en disant que ce n'était pas du bois d'œuvre, mais que la forêt était source de vie, d'eau et d'air. And the third thing I learned from Chipko is through co-creation with nature and co-production of lives and livelihoods through nature. Women were showing the way for all of us to shape our future. Because right now, we are all being made to believe we are separate from nature. And that instead of turning to nature, we are being made to turn to the 1% that's ripping us off. And then they're giving us a kick and say, there's no place for you. So from Chipko we learn, and the women of Chipko we learn, that the main wealth is the wealth of nature. And your main capacity to increase that wealth is through care and love and regenerate the earth so that all the needs of your community can be met. Building community is the way to serve nature, because either you can have money and capital, of which everyone is running short, or you can have community of working together and in the service of the earth, who will then protect you anyway. La troisième chose qu'elles m'ont appris, c'est que la co-création et la coproduction doivent se faire avec la nature. Ces femmes nous ont montré la voie pour façonner notre avenir. Nous avons 1% d'entreprises ou de millionnaires qui possèdent le monde ou qui essaient de le posséder en détruisant la nature. Et Chipko nous montre que la nature est la véritable richesse et que nous pouvons encore améliorer cette richesse en prenant soin d'elle, en aimant cette nature, en la régénérant. Et nous avons besoin pour cela de créer des communautés, de travailler ensemble au service de la nature qui, à son tour, nous protégera. On sera toujours à court d'argent, de capitaux, mais la nature, elle, pourra toujours enrichir l'être humain. La nature pourra toujours enrichir l'être humain, ce sera le mot de la fin de ce grand entretien. Je crois qu'on peut les applaudir.
dernière partie de cette soirée, le temps participatif. Si on peut un tout petit peu rallumer la salle, ce serait formidable. Et la lumière fut, merci, messieurs, mesdames les techniciens. On va vous passer les micros. Votre prénom, bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Marie. Enchantée. Merci, on vous écoute. Merci pour votre partage. J'ai une question sur l'écoféminisme. Comment est-ce que, pour vous, c'est quoi vivre en étant écoféministe ? Et aussi, une deuxième question sur, sur nos aspects, notre être, on a notre mental, notre cœur et notre corps, on peut dire. Et comment, dans notre société, comment prendre soin dans notre société de notre corps et de notre cœur, sachant que c'est pas toujours facile, parce que notre mental est très, très, très présent. Alors déjà, Merci. Première question sur l'écoféminisme. Vandana, c'est à vous. When you say, how do you live as an ecofeminist, you're aware that you live. For me, ecofeminism is basic recognition that the earth and nature are alive. They're not dead. And women are alive and creative and the foundation of society in terms of being the main producers. They do most of the work. They do most of the caring. And women are also alive and creative, and they are not an object, they're not a second sex. So when you live with that consciousness of a living nature, and you as alive in a living nature, you are an ecofeminist, including the men. Le fait d'avoir posé votre question, c'est que vous êtes bien déjà écoféministe et que vous êtes vivante. En fait, la nature, vous êtes dans la nature, vous êtes une femme, la nature, la terre, c'est la vie, ce n'est pas quelque chose d'inerte. Une femme crée, une femme travaille en général beaucoup plus que beaucoup, elle crée la société, elle est vivante, ce n'est pas un objet, ce n'est pas un sexe de deuxième choix. Et donc, je pense que si la femme s'insère dans la nature et qu'elle est en vie et que la nature est en vie, c'est une véritable écoféministe. You talked about how do you bring, our hearts, our hands, our mind all together. Our heads have been divided from the rest of the body because you had people like Descartes who said, I'm a thinking thing without a body. Alors, vous parlez maintenant de votre esprit, du corps et du cœur. Eh bien, il y a des gens qui sont purement esprit, genre Descartes, d'accord ? And the denial of the body has been the patriarchal construction. Because nature was declared dead, and our bodies were declared not just dead, but distracting. That's what Descartes' philosophy is about. Oh, it distracts us. Et si vous considérez que vous êtes un pur esprit, vous niez donc le corps, et le corps c'est la nature, ça veut dire que la nature est morte, ou alors que votre corps vous distrait de l'esprit, ça veut dire que la nature n'est plus vivante. Just two little ways in which we can re-inhabit the earth's body and our body. First, that more and more awareness is growing that not only is every cell in our body alive and intelligent. Intelligence is not just here, it's all over. But the gut is the second brain. And the more poison is spread, glyphosate studies have been done all over, how it's damaging our gut. But the gut is totally connected to our brain. That's why it's called the second brain. It manages our neurological functions. And that's why there are so many degenerative diseases. Because of the harm, because of poisons and GMOs and ultra-processed foods to our gut. And that's why, when the council told me that they're already working on getting junk food out of schools and getting real food into schools, that's a very important beginning. Et
pour ce qui est du corps et du cœur, eh bien, il y a une campagne de sensibilisation maintenant qui fait rage, et c'est bien. On sait que maintenant chaque cellule du corps est intelligente et vivante. On parle du microbiote intestinal, et le poison, le glyphosate, lui, fait des dégâts énormes dans les intestins. Et on considère que les intestins, enfin le microbiote, c'est le deuxième cerveau de l'être humain. Et s'il y a tant de maladies dégénératives actuellement, c'est à cause de ces OGM et de ce glyphosate et de cette nourriture industrielle. Et je suis très contente de voir que certains projets visent à éradiquer le junk food des écoles, des cantines scolaires. So when you feel your head is too present, just turn to your gut and say, I'll listen to you. And also, where to get the head and the hands and the heart as one integrity, there's no place like a garden, becoming one with the soil. Gardening is where you put your head in balance with the body. Et quand votre tête ou votre esprit vous travaille trop, à ce moment-là, tournez-vous vers vos entrailles et essayez de retrouver cette intégrité entre votre corps, votre tête et votre cœur. Et il y a une recette miracle, quand même, c'est le jardinage. Parce que quand vous mettez les mains dans la terre, là, vous oubliez tout et vous êtes complètement aligné. On va prendre une autre question, peut-être en haut cette fois, peut-être un homme. Il n'y a pas d'homme en haut? Bon, ben on va faire avec alors. Il n'y a pas d'homme qui lève la main. Bonsoir. Tout d'abord, merci pour votre témoignage. Moi, j'avais une question par rapport à votre expérience, votre parcours, tout ce que vous avez pu nous partager jusqu'ici. Quel regard vous portez sur l'avenir, sur demain, notamment quand on voit ce qui s'est passé à l'échelle de la Cour européenne avec du coup la réintroduction du glyphosate. Ça nous laisse un peu d'espoir. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste? Quel regard vous portez sur l'avenir, optimiste ou pessimiste, Vandana Shiva? You know, I mentioned I've done quantum theory, and it's about uncertainty. So, I'm not pessimistic because I do the things that will create hope. I cultivate hope. And in fact, the worse the situation, the more your commitments must grow. When I heard the industry talking about owning the last seed, that's when I said I will save seeds. And now, with the governments that are supposed to represent our interest, representing the interests of Bayer and Monsanto, with all the evidence we have today of the fact that it is destroying the soil, destroying the gut, causing, of course, the ecological damage, killing the butterflies, killing the bees. It is really time to find creative ways to cultivate hope. The way we fought the GMO issue is in India, we created local movements, but I worked with government. But in Europe, we created GMO-free zones. And I think we'll have to start again creating GMO-free zones for gene editing and glyphosate-free zones. I hope the mayor and the town council will at least to send a signal to the European Commission that we matter in politics. Democracy grows from our ground. That we ban glyphosate. You will try and be representatives of Bayer and Monsanto. We will be representatives of the earth and people. Pour la théorie quantique, en fait, elle est pleine d'incertitudes. Et ceci m'a appris à ne pas être pessimiste parce que je fais des choses qui génèrent de l'espoir. Je cultive l'espoir.
Et en fait, quand l'industrie chimique a voulu posséder les semences, eh bien, j'ai décidé de sauver les semences. Le gouvernement qui est supposé défendre nos intérêts ont défendu les intérêts de Monsanto, mais nous avons accumulé plein de preuves maintenant comme quoi il y a une destruction du sol, du microbiote intestinal, de l'environnement, des papillons, des abeilles. Et donc, nous avons ces preuves, nous avons cette connaissance et nous devons être créatifs et cultiver l'espoir. Et puis, pour Bayer et pour les OGM, eh bien, il faut créer des mouvements locaux. C'est ce que nous avons fait en Inde. Et en Europe, on veut créer des zones exemptes d'OGM et exemptes de glyphosate. Et les mouvements doivent partir du village, de la communauté, des mairies. C'est à cet échelon-là qu'il faut envoyer un signal à la plus grande communauté. La démocratie doit être populaire. Et forcément, ça fait écho aussi aux communes sans OGM qu'on retrouve en France, partout sur les territoires. Est-ce qu'on peut prendre une autre question? Une autre question, peut-être Anaïs, ici. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup pour cette invitation. Je vais m'introduire en anglais et après, je vais directement... Peut-être en français pour que tout le monde comprenne. Oui, je ferai aussi. Dear Vandana, Namaskaram. It's a great honor for me to be so close of you. I'm feeling really very moved. Thank you for all that you have done and all that you continue doing. Merci beaucoup d'être ici. Je suis très émue et merci pour toute votre activité, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous continuez à faire. I would like to know more about this training you were talking about from mid-September to mid-October. I'm a trainer myself, and I would like to join people to understand that, because here in engineering, in agriculture engineering, there is a movement of students. They want to give up. They don't want to continue being trained to work for those big 5 companies. And I would like to train myself to teach them too how to get closer to this reality, which is the truth. Mais je voudrais savoir comment se déroule et comment ça se passe cet entraînement dont vous parliez tout à l'heure, d'un mois de formation, pour être plus proche aussi des ingénieurs agronomes qui, eux, pour une bonne partie en France, ont renoncé à cette obéissance d'être formés en tant qu'ingénieur pour ensuite aller servir les 100 grandes compagnies. Comment ça se passe? Thank you very much. Namaste. Merci pour votre question. Donc, comment ça se passe, Vandana, concrètement? Yeah. So, very organically, from the seed, grew a seed-saving farm and a biodiversity sanctuary, and from that grew Earth University, where we offer courses. For farmers across India, we've trained 2 million over the years, but also for anyone who wants to learn how to live at peace with nature while growing our food and meeting our needs. And this particular course on the Return to Earth, the A to Z of agroecology, biodiversity, and regenerative organic farming is from 15th September to 15th October. And for anyone who wants to know more, write to Earth University at navdanya.net. And you know, this is a way we become free of the glyphosate. You know, we use absolutely no chemical on our farm. We grow more food. And our research shows that. Our farmers earn more because they're not wasting their money on poisons and on GMO seeds. So I hope some of you will come, and I'll be able to see you in India. Eh bien, de cette campagne sur les semences, nous avons réussi de fil en aiguille à créer une université de la terre où nous dispensons effectivement des cours. Il y a déjà des millions d'agriculteurs qui ont pu suivre ces formations, mais pas seulement les agriculteurs, toute personne qui veut vivre en paix avec la nature. C'est un stage qui s'est appelé Retour à la terre, de tout l'alphabet, enfin de A à Z, tout connaître de cette agroécologie, l'agroécologie, la biodiversité, le biodynamisme. C'est du 15 septembre au 15 octobre. Et si vous voulez en savoir plus, vous écrivez à earthuniversity.navdanya.net.
Et là, vous apprendrez à cultiver, libre de tout glyphosate, à avoir plus de nourriture, plus de rendement sans pesticides. Les agriculteurs gagnent davantage leur vie parce qu'ils n'ont pas à payer des produits avec des OGM. Et donc, j'espère voir certains d'entre vous là-bas à cette université. Et forcément, ça fait écho aussi à des formations en permaculture qu'on retrouve plus en proximité autour de Lyon. Et ça fait écho à notre conférence avec la ferme du Bec-et-Loing, qu'on a organisée aussi avec Prime Vert il y a quelques mois de cela. C'était à la mairie de Lyon. Autre question, s'il vous plaît. Hop, où sont les micros? Peut-être un homme, ce serait bien quand même. Hein. Allez, faites un effort, messieurs. En haut. Bonsoir. I think up there. Merci, Anaïs. Je sais pas si... Alors, on va faire en haut puis en bas. 2 hommes à la suite. Allez, vous l'aurez voulu. À vous. J'aurais aimé savoir quel était l'impact de la politique de Narendra Modi sur la biodiversité et qu'est-ce que nous pouvons attendre de nos politiques. L'impact de la politique de Modi sur la biodiversité. De la politique de Modi en Inde. Le gouvernement. Oh, sorry. What is the impact of the governmental policy on the environment? The impact of your... Disastrous. Peut-être une précision, Vandana? Everywhere in the world right now, I call it the greed economy, or the 1%. They're very busy dismantling the laws we put in place to protect the environment, whether it's international laws, the Biodiversity Convention and Climate Treaty, or national laws and national systems. The European Commission right now is busy dismantling its biosafety laws, its pesticide laws, and our government is part of it. So we put in place biodiversity laws, forest protection. CHIPCO was the reason we had very strong forest laws, rights of indigenous people, and the reason we all need to, have more solidarity with each other and deepen our democracies, in 2 ways. One, to not let representation sit far away. You've got to take it back and participate. And the second, we've got to include the earth in our earth democracy. These are testing times. Our work that was important earlier, of protecting biodiversity, growing the right kind of food, defending our freedoms, it's even more important now. And it would be a disaster to face disastrous policy. We'd sit back. We can't. We can't say, oh, this is the way it will. The question on pessimism. We don't have the luxury of pessimism. We have to cultivate the hope. C'est un désastre en d'autres termes, et pour les 1% de cette industrie chimique que l'on appelle l'économie verte, n'est-ce pas? Eh bien, elles passent leur temps, en fait, ces entreprises, à démanteler les lois, que ce soit au niveau international ou au niveau national, des lois qui protègent la nature, des lois par exemple sur la biosécurité, des lois contre les pesticides comme nous avions eu, et aussi pour la Commission européenne, c'est pareil, elle est en train de démanteler certaines lois. Nous, en Inde, nous avions des lois sur la biodiversité, sur la protection de la forêt grâce justement au mouvement CHIPCO. Donc, il faut que nous fassions montre de solidarité et que nous défendions, nous renforcions cette démocratie, et ce de 2 manières. Il faut pouvoir participer à notre niveau,
une démocratie participative, citoyenne. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon, c'est qu'il faut aussi inclure la terre dans ce concept-là. Et notre travail, c'est de protéger la biodiversité, la bonne alimentation, notre liberté. Nous l'avons toujours fait, mais c'est encore plus nécessaire que jamais de le faire devant ces politiques désastreuses. Nous ne pouvons pas baisser les bras, nous n'en avons pas le luxe. Autre question? Dana, j'ai été jardinier paysagiste. J'aime beaucoup les petites anecdotes, je voulais apporter une petite touche d'humour. Vous parliez du mouvement Chipko et je voulais savoir si vous saviez que c'est aussi le nom commercial d'un dangereux fongicide commercialisé par la firme Bayer. Donc Chipko, le nom commercial utilisé par Bayer. Sacré pied de nez. So not only are they guilty of killing the most important organism of the living soil, the fungi. That's what gives life and moves the nutrition. So they're guilty of ecocide, but they're also guilty of piracy, of stealing a beautiful word. But one of your representatives is now in European Parliament, Marie Toussaint. And she just wrote to me because she's not here and is not meeting me. But she just wrote and said they are finalizing the law on ecocide. And I think someone was telling me that, the places where there are now people's trials of these corporations on ecocide. And we did a Monsanto trial a few years ago before they were bought out by Bayer. I think it's time to do a Bayer trial because they now are the pushers. And they brought the American problem to Europe. The American problem was hijacking government. And that disease has been transferred here. And that's why the policies from the top, whether it's the European Commission or even centralized states, are becoming more and more toxic. Yeah? So one of the things we really have to do is be much more creative. The more the destruction, the more our imagination and creativity must grow. Alors, votre commentaire là sur la signification de Chipko, eh bien, ça montre qu'ils sont deux fois coupables, en fait. Ils sont coupables de tuer le champignon, qui est quand même la source de vie, c'est donc à force de produire ces écocides. Et en plus, ils sont coupables de piraterie en volant ce très joli nom. J'ai parlé à une représentante du Parlement européen, Marie Toussaint, qui m'a écrit, elle ne pouvait pas venir ici. Elle est en train de finaliser la loi sur les écocides. Et je crois qu'il est temps maintenant que l'on poursuive en justice ces entreprises comme on a pu le faire pour Monsanto, avant qu'ils soient rachetés par Bayer. C'est important de traduire ces entreprises qui sont coupables en justice. Les États-Unis ont importé leurs mots en Europe et nous devons, à notre niveau, ne pas accepter les décisions qui viennent du haut et qui sont de plus en plus toxiques. Nous devons nous montrer beaucoup plus créatifs et faire preuve de beaucoup plus d'imagination. Et plus les politiques sont destructrices, plus nous devons faire preuve d'imagination. Allez, on va prendre une dernière question. C'est juste... Je vois qu'il y a des fans derrière. Allez, on va finir par une femme. Alors. Bonsoir Vandana, merci beaucoup. Je vais essayer d'être courte, mais c'est compliqué. Je suis passionnée par les semences. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'être dans une situation qui est à l'inverse de l'Inde, c'est-à-dire où on a perdu les savoir-faire associés à la semence. Même le mot semence
est jamais abordé. J'en parle quasiment avec personne, et quand j'en parle, j'ai l'impression d'apparaître comme peut-être une experte ou de parler d'une discipline qui a disparu de la vie et de l'imaginaire sociétal. Donc je suis en lien avec les associations que vous connaissez Cocopelli, vous connaissez son parcours et ses luttes, mais aujourd'hui je suis confrontée à comment diffuser ces savoir-faire, comment faire en sorte que la semence refasse partie de l'imaginaire commun, parce qu'aujourd'hui, en France, les paysans et même les jardiniers amateurs ne font plus leurs semences. On a perdu nos connaissances et on a perdu notre diversité alimentaire aussi, notre diversité de semences. Voilà. Même si ça revient, les gens achètent les semences chez Cocopelli, mais les savoir-faire sont perdus, quoi. Voilà, donc moi j'essaye Donc votre question c'est voilà. comment essayer de remettre en valeur les semences. Voilà, parce que c'est pas du tout, on peut pas fonctionner comme avec l'Inde où les gens avaient conscience de ce qu'ils avaient, ils étaient gardiens d'un savoir-faire, il y avait une transmission encore, mais aujourd'hui il y a une cassure en France et même en Europe, je pense. Et voilà, comment remettre les semences au cœur. Voilà, exactement. Je suis pas très claire. Vandana, la question des semences, comment leur redonner finalement une place qu'elles méritent? Putting seed back in our imagination, because seeds haven't disappeared and seeds haven't got exiled from nature, just from our heads, our colonized heads. And to put them back in our imagination and our lives, I'll just share what we've done with Navdani, and it is not true that as the corporations, as they spread, even in India, they're making farmers get used to buying seed, and Indian peasants can't afford it. So they buy it on credit. When they get it on credit, they get into debt in 2 or 3 years. When they can't pay back the debt, the agents are there to take the land. That's the day the farmer goes to the field, takes one last bottle of pesticide and drinks it. 400,000 Indian farmers have committed suicide. 400,000. And this is all seed-related debt. So the tragedy is also spreading around the world. I talk about what we do, and that's why it sounds like everything's rosy. So the issue is very urgent, and I'll talk about it after I give Corinne the time to translate. Vous demandez comment remettre les semences au cœur de l'imaginaire social, mais les semences ne sont pas perdues, elles ne se sont pas exilées, elles sont simplement sorties de notre tête colonisée. En fait, même en Inde, les entreprises ont réussi à mettre dans la tête de certains agriculteurs indiens la nécessité d'acheter des semences de ces sociétés chimiques. Et pour cela, il y a des crédits. Donc, les agriculteurs souscrivent un crédit, puis ils ont des dettes. Au bout de 2-3 ans, ils n'arrivent pas à rembourser, ils se font exproprier leur terre et ils boivent la bouteille de pesticides en dernier ressort. Et finalement, il y a eu 400 000 suicides en Inde. Donc, ce n'est pas un problème uniquement en France, c'est un problème que l'on retrouve malheureusement dans le monde. Et la situation que j'ai décrite là n'est pas du tout rose en Inde. C'est urgent de se mobiliser. The whole way in which industrial agriculture has grown is to actually sneak in chemicals by making it look like the living seed, the open pollinated seed, is primitive. It's low yielding. And we begin to respect the seed by showing that seeds bred by farmers and gardeners are the only true seed. The rest is nutritionally empty, no taste, no quality. We've just done a new study on the rice diversity that Navdanya has saved. And I always knew that this idea that they are low yielding was a false claim.
But on all the nutrients, the calciums, the zinc, the iron, the difference between farmers' varieties and the modern varieties, as they call it, is 180, 190%. That's the amount of nutrition we are losing. So we have to connect the seed to our food and our health and make it a full cycle, not just in the growing of seed, but in the knowledge of what the seed is. And once everyone starts to realize, my God, I'm eating 1 carrot of the old variety when I have to eat 20 carrots of the new one, let me eat the carrot from the open pollinated seed. And the connection between our health, our food, and the seed is the work we must do to make everyone become conscious of where does my food start? What kind of seed did it start with? En fait, l'agriculture industrielle est faite pour inclure le plus possible de produits chimiques et pour rendre ou faire croire que les semences naturelles sont primitives, qu'elles n'ont pas un bon rendement et qu'il vaut mieux laisser tomber ces graines et ce système d'auto-pollinisation. Eh bien, je pense que la solution tient dans le fait d'éduquer les personnes, de faire prendre conscience du cercle vertueux qu'il y a entre la semence, la nourriture et la santé. Faire comprendre, quand vous mangez une carotte qui vient d'une semence naturelle, qu'elle a beaucoup plus d'éléments nutritifs qu'une carotte qui vient d'une semence hybride, que pour avoir les mêmes quantités d'agents nutritifs, vous devez manger 1 carotte pour la bonne graine et 20 carottes pour les graines hybrides. Ce genre de choses, c'est une prise de conscience et c'est ce travail-là que nous devons mener. Merci. Vandana Shiva, je crois qu'on peut l'applaudir pour